Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 149 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. On vous rappelle tout de suite que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café, Paris et ses soirées NFL tous les dimanches, encore cette année, écran géant, Red Zone, tout ça, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous rappelle d'ailleurs que la prochaine soirée en direct au Hard Rock, si vous voulez nous voir, c'est le 11, non pas le 11 novembre, je vais jamais y arriver, c'est le 8. Le 8 novembre, voilà. Raoul Villeroy en face de moi, bonjour. Salut. À ma gauche, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Camille Sarabène n'est pas avec nous, mais on le salue bien évidemment. Messieurs, bien rentrés de Londres, ça s'est bien passé? Oui, très bien, un peu jet lagué, mais ça va. Un peu jet lagué. Une heure d'Eurostar était partie le week-end où en plus il n'y avait pas de décalage horaire. C'est la semaine prochaine le décalage. Oui. Où il y a une petite heure d'hiver. Au programme, la première défaite des Vikings, une prolongation bizarre et tous les matchs de la semaine, top et flop, vos questions. Et la semaine 7, plein de choses et c'est parti. Here is the kickoff, and it is coming down to Huff at the 2, out to the 5, the 10, the 15, 20, 25, 30, cuts back at the 40, Huff at the 35, 30, Huff at the 10, touchdown, Huff, and like that, the Eagles have taken the lead. Du bon son, toujours dans le podcast Jean Actu. Eagles 21, Vikings 10, début de match difficile, des paires de balles dans tous les sens, retour de kick-off de Josh Huff pour débloquer tout ça et des Vikings muets en attaque. Messieurs, est-ce que nous avons nos premiers signes d'inquiétude pour Minnesota? Oh, c'est dur quand même, parce que c'est leur premier vrai faux pas, certes, qui a été provoqué par une très bonne défense des Eagles et du coup un Sam Bradford bien en dessous de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, motif d'inquiétude, je te trouve dur. Moi je pense que c'est plutôt le réveil un petit peu des Eagles qui avaient montré de très belles choses en début de saison, qui se sont un peu reposés peut-être sur leur laurier, qui ont un peu baissé le pied et là qui ont voulu se redonner de l'avant et voilà, je pense que c'est plus rassurant pour eux. Raphaël, est-ce qu'on s'inquiète? On s'inquiète pas sur un seul point, j'ai envie de dire, c'est celui de la ligne offensive des Vikings qui a montré que déjà on sentait qu'en début de saison c'était quand même plutôt faible, mais ils avaient eu la chance peut-être de tomber sur des pass rush pas assez forts pour vraiment déstabiliser totalement l'équilibre de l'attaque des Vikings. Or là ils sont tombés sur un pass rush des Eagles dont on avait déjà parlé, qui est vraiment très fort et qui a été sûrement en plus remobilisé après ces dernières semaines un peu plus un peu plus en dedans. Plus en dedans. Et là, ils reviennent fort, ils saquent 6 fois Bradford. Et le problème, c'est que on voit mal comment les Vikings peuvent aller au bout si la ligne offensive reste aussi faible. Parce que les tranchées, ça reste quand même une des clés du football. Quoi, donc, C'est pour ça que moi je parle d'inquiétude. C'est qu'il y a quand même un truc avec cette ligne offensive qui tourne pas rond. Ils gagnent que 200. Alors ce qui est fou, c'est qu'ils autorisent que 239 yards en plus. Ils font donc encore un très bon match défensif. Mais ils gagnent que 282 yards, malgré en plus un 9 sur 19 sur troisième tentative qui était plutôt honorable. Mais voilà, 93 yards au sol, 189 yards dans les airs, 6 sacs encaissés. Je sais pas, moi, si vous appelez pas ça de l'inquiétude, moi je. Il y a des blessés aussi dans cette ligne qui fait que. mais ils reviendront pas, c'est ça le problème. Aussi. Mais après, est-ce que les remplaçants ont un temps d'adaptation ou est-ce qu'ils sont vraiment moins forts? Moi, honnêtement, je pense sincèrement qu'aucune équipe en NFL peut se passer de 3 titulaires sur le long terme, 3 titulaires sur la ligne offensive. Je pense que personne n'a cet effectif-là pour Et c'est pour ça qu'on parle ces derniers jours de rumeurs de trade pour Joe Thomas ou Ronnie Stanley. Moi, je suis les Vikings, vu l'équipe de manière générale, je donne ce qu'ils font en premier tour, en deuxième tour, parce que c'est des types.
peut-être que sur une année, ils vont te coûter un deuxième tour, voire un troisième. Mais enfin, si c'est pour gagner un Super Bowl, ça vaut largement le coup. Ouais. Donc, Après, ils ont montré déjà avec Sam Bradford qu'ils n'ont pas peur de faire en plus ce genre de gros coups dès maintenant. je pense qu'ils y réfléchissent. Ouais, et c'est peut-être l'année pour eux, justement parce que cette défense, tu l'as dit, performe toujours très bien. Malgré cette défaite, elle a quand même contenu. Il y a quand même un touchdown des Eagles sur un retour de coup de pied, et ça compte pas dans les stats adverses. Donc oui, il y a cette défense qui peut les porter loin, et ce serait dommage de gâcher une saison à cause de ça. Est-ce qu'on voit pas aussi un peu les limites de Sam Bradford, qui est à 24 sur 41, 224 yards, un touchdown, une interception? Je te trouve dur parce que je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, avec une ligne offensive qui lui a vraiment laissé peu de temps, pas de jeu au sol et des receveurs. Alors certains n'étaient pas trop d'accord avec nous l'autre fois qu'on a dit que les squads de receveurs des Vikings n'étaient pas terribles. Ah oui, non, alors ça par contre je comprends pas. Il y a peut-être du potentiel, on dit toujours difficile pareil de parler de potentiel en NFL, mais actuellement dans les faits, moi je trouve quand même que c'était squad de receveurs assez faible. Et du coup, là, le casting qui entoure Sam Bradford est un peu réduit à peau de chagrin. Et je pense que moi, pour le coup, c'est pas tant lui qui me fait douter sur cette attaque. Ouais, moi je suis déçu, on n'a toujours pas vu la Treadwell. J'attendais beaucoup de ce petit joueur au poste de receveur. Et petit par l'âge par rapport au reste de la ligue. Moi j'ai relevé quand même que Kyle Rudolph sur ce match, il est à 5 réceptions alors qu'il a été ciblé 11 fois. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est les défenseurs qui savent que c'est une grosse arme et qui du coup jouent bien sur lui? Il y a quand même une chute de niveau par rapport à ce qu'il est capable de faire, et ça aussi, ça a apporté préjudice à l'attaque aérienne globale des Vikings. Après, moi, je suis assez d'accord sur le fait que, enfin, je suis pas très fan de les squads de receveurs de Minnesota. Je vois pas. Stephon Diggs, pour l'instant, est pas au niveau qui était le sien l'an dernier. Cordarrelle Patterson est beaucoup trop irrégulier. Oui, Patterson est super irrégulier de toute façon. Thielen sort juste de sa boîte. Là, c'est encore trop tôt pour. Enfin, il n'y a vraiment aucun receveur numéro 1. Alors, on sait qu'il y a certaines équipes qui ont des années gagné sans vrai receveur numéro 1. Et encore, on peut même en débattre. Mais voilà, je pense que c'est un peu toutes les blessures autour de cette Bradford, moi, qui me pose plus de questions maintenant. Allez, un petit mot sur Philadelphie et la question, messieurs, est-ce que Carson Wentz a fait un bon match? Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un bon match ou parce qu'il n'a pas craqué après 2 interceptions très rapides, ce qui aurait pu arriver, hein. Il y a des joueurs qui en lancent 5 ou 6 quand ils commencent comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il lance quand même 16 sur 28, 132 yards, un touchdown, 2 interceptions, donc c'est quand même un match très moyen. Il a un moins bon rating que Sam Bradford quand même sur ce match, ce qui est parlant et pas parlant, parce que le rating est un peu spécial, mais quand même, je pense pas qu'il ait fait un bon match. Il a été aidé par sa défense, il a été aidé par l'équipe spéciale, il a contenu un petit peu la baraque, mais je pense pas qu'il ait contribué beaucoup plus à la victoire que ça. Ouais, moi je trouve que c'est un peu le Carson Wentz qu'on voit depuis 2-3 matchs. Il a vraiment des gros éclairs un peu, on va dire, de génie, où il fait des vraiment très beaux jeux. Il y en a d'autres, il s'en sort un peu moins bien, mais c'est comme un rookie, il était quand même face à une défense très très dure. Et pour le coup, je le trouve un peu dans la même position que Sam Bradford. C'est qu'il a une ligne offensive qui est pas bonne devant lui, il a une escouade de receveurs qui est pas bonne, qui fait beaucoup de drops. Voilà, il tient un peu la baraque comme il peut aussi, quoi. C'est vrai, En tout cas, c'était la première défaite de cette équipe de Minnesota. Cardinals 6, Seahawks 6. C'était Incroyable. le match complètement bizarre de cette semaine. Match complètement verrouillé par les défenses. Un field goal partout en prolongation, puis un field goal raté de 24 yards par Arizona alors qu'ils pouvaient gagner. Ensuite, un field goal donc raté par Seattle, contré par Arizona, pour assurer le match nul. Un match vraiment bizarre. Je me rappelle pas avoir vu ça et avoir vu autant d'occasions manquer déjà. Non, c'est le plus petit score sur une prolongation depuis cette nouvelle règle des prolongations en 2012. Et c'est quand même hyper bizarre. Et surtout, moi ce qui m'a choqué, c'est que les Cardinals sur ce match gagnent à peu près 420 yards en attaque, ont 23 first down. Ils ont 42 minutes le ballon. Ils ont même gagné 443 yards. 443, voilà, c'était ça. Et derrière, tu as 3 points du temps réglementaire. Soit tu t'as décidé de rater à partir du moment où tu franchis les 40 yards, je sais pas, je comprends pas. C'est l'efficacité en red zone, ils sont à 0 sur 3 en red zone, forcément ça se ressent. Donc c'est pour ça, bien sûr, le kicker est responsable, parce qu'il y a un moment où quand tu rates un kick à 26 yards, on peut pas te dédouaner non plus, faut pas exagérer. Il a dit quoi? Il a dit j'en mets 999 999 sur 1 million, celui-là. Et c'est bon, t'as raté celui-là. On peut pas le dédouaner. Maintenant, c'est là où il est
pas que responsable, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, quand on avance autant sur un terrain, il y a un moment où il faut convertir les actions. Alors, bien évidemment, ils ont en face une défense qui prouve encore qu'elle est, malgré tout ce qu'on peut dire à chaque fois en disant tiens, la Legion of Boom baisse peut-être de niveau cette année, elle est encore là. Mais pour moi, ouais, c'est l'attaque des Cardinals qui fait perdre ce match à Arizona, qui, on sentait quand même, avait un peu plus la main sur ce match que les Seahawks. Sur le ballon, surtout. Ouais, 257 yards seulement pour cette équipe de Pittsburgh. Non, de Seattle, pardon. 3 joueurs de la ligne de Seattle dans les plus mauvaises notes de Pro Football Focus cette semaine. Ils ont été assez catastrophiques. Ils ont autorisé 16 pressions. Russell Wilson a été saqué qu'une fois, mais il passe son temps à courir ou à se débarrasser du ballon. Cruel manque de jeu au sol aussi pour Seattle. 52 yards seulement. Et ouais, alors la semaine dernière, on avait dit que Christine Michael revenait un petit peu, qui commençait à montrer de meilleures choses. Et là, après, c'est aussi à mettre au crédit de la défense des Cardinals, parce que sur ce match, ils verrouillent aussi, ils verrouillent même encore mieux que celle de Seattle, puisqu'ils accordent la moitié moins de yards. Bon, voilà, au tableau d'affichage, ça fait le score égalité. Finalement, pour le football, c'est juste que ce soit une égalité, parce qu'il y a eu 2 grosses défenses. Maintenant, pour eux deux, c'est une mauvaise opération, parce que dans une NFC où les places en playoff sont chaudes à avoir... Et puis c'est tellement galère pour quand on note les scores sur le site. Merci pour l'égalité. Quoi. Il y en a toujours un tous les ans. D'habitude, c'est les Rams qui nous pourrissent la saison. L'an dernier, il n'y en a pas eu. J'ai regardé, c'est 2014. La dernière, c'est Cincinnati, Carolina. C'est ça. En général, c'est les Rams qui nous pourrissent la saison. Ils aiment bien faire ça une fois par an. En tout cas, manque de jeu au sol. Et puis du côté de Carolina, justement, c'est un peu le jeu au sol qui sert de planche de salut de Carolina. Mais je vais faire toutes parce les que j'ai dit Carolina. Des Cardinals. Finalement, c'est bien. La semaine dernière, c'était moi. Des Cardinals. Heureusement que Johnson est là pour soutenir Palmer, parce qu'il y a 113 yards au sol de sa part. Par contre, Palmer sous pression, c'est 6 sur 16, 37 yards et 4 sacs. Ouais, c'est pas étonnant. Après, c'est sûr qu'il se prend un gros pass rush en face avec un Cliff Avril, par exemple, qui a été assez énorme avec 2 sacs et demi. Mais c'est un peu le Palmer auquel on s'attendait aussi. Il est encore capable de bien jouer, mais ça va être très compliqué face à des grosses équipes qui vont lui mettre la pression. Et il faut que tout se mette en place, il faut que tout soit bon autour de lui pour que ça marche, quoi. Les receveurs sont un peu moins bons. Moi, je suis un peu déçu par Fitzgerald depuis ce début de saison. Il avait fait un bon début de saison quand même. Non, mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'il est moins clutch. Je le trouve. Mais si, à chaque fois, je suis pas d'accord. C'est lui qui sort les réceptions sur tous les derniers matchs. C'est lui dans les en attendant, il les fait pas gagner. Moi, à chaque fois, je le voyais, il les faisait gagner avec des réceptions de fou à la fin. Et là, il n'y arrive pas. Là, par exemple, le drop sur 3 et 5 dans le camp des Seahawks, c'est Michael Floyd. Floyd, les Brown et tout ça sont décevants. Je suis pas d'accord. Je dis pas qu'ils sont bons. Je dis juste que je suis déçu par Fitzgerald. Pas dire ça, Raoul. Clash, tweet, buzz. Vas-y, Raphaël, défonce-le. Pour moi, il tirait plus vers la victoire avant, et cette année, il n'y arrive pas. Lions 20, Redskins 17, 3e victoire de suite pour les Lions, revenu fort en fin de match grâce à un touchdown d'Anquan Boldin à 18 secondes du terme. Est-ce que Détroit va être enfin régulier? Maintenant qu'on y croit, non. En tout cas, ils en sont la 3e victoire de suite. Matthew Stafford, qu'on avait un peu encensé dans le dernier podcast en disant qu'il faisait un vrai bon début de saison, là il l'a confirmé parce que le drive qu'il va chercher sur la fin et alors, est juste impressionnant. Je sais plus depuis quelle année, mais c'est un de ceux qui a le plus gros nombre de drives décisifs dans le 4e quart-temps, de comeback, etc. Il est très très bon dans les derniers moments. Oui, c'est vrai. Non, mais ton ami Jim Bob Cooter lui fait vachement de bien. Jim Bob for President. Je sais plus qui j'ai entendu dire, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que c'était en 2020, je crois. Enfin, les trucs qui disaient Jim Bob pour président, ce sera en 2020, etc. La prochaine élection. Et il y a quelqu'un qui disait Kanye West contre Jim Bob Cooter, ça va quand même être incroyable. Ça va être énorme. Ça va être le pire du pire. Une remarque quand même sur un de ceux qui aident Matt Stafford, c'est Taylor Decker, le rookie offensive tackle, qui est très bon. Une seule pression autorisée encore sur ce match, 4 seulement en 4 matchs. Donc ça, c'est une draft intelligente, et eux qui avaient eu beaucoup de mal avec leur ligne pendant de nombreuses années depuis que Stafford est là, c'est un truc essentiel qu'ils ont peut-être enfin trouvé aussi, d'avoir un vrai protecteur pour lui. Ouais, c'est clairement ce qu'ils semblent avoir trouvé. Et, on l'a dit, enfin on le voit avec l'exemple d'avant de Bradford ou même de Russell Wilson qui peut être en difficulté à cause de sa ligne offensive. Avoir un vrai protecteur, notamment sur le côté gauche, un tackle gauche, c'est une plus-value monstrueuse parce que c'est le côté aveugle de ton quarterback. Et ça réussit à Matthew Stafford, que je trouve même de manière générale plus épanoui et plus leader depuis qu'il n'y a plus Calvin Johnson. Je trouve qu'il a pris la responsabilité. Maintenant, c'est moi qui dois mener cette équipe. Et ça réussit à Détroit pour le moment. Et Marvin Jones l'a encore bien aidé, 4 réceptions pour 94 yards pour lui. On va passer du côté des Redskins. Et là, c'est une grosse occasion manquée quand même encore pour cette équipe. Il y a eu Thompson qui a bien couru. Matt Jones, par contre, a seulement 23 yards en 11 courses. Donc ça aussi, c'est significatif. Et ça revient peut-être un peu à ce qu'on disait, que Johnson est peut-être plus le baromètre de cette attaque que Kirk Cousins.
Ouais, après... Jones, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Oui, c'est sûr. Excusez-moi, Jet. Ouais, toi, t'as une bonne excuse. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que je trouve encore plus fort dans la victoire des Lions, c'est surtout eux aussi, c'était leur série de victoires à Washington. Et là, elle est coupée. Tu dis Matt Jones qui fait un mauvais match. En l'occurrence, je ne sais pas si c'est l'attaque qui a vraiment perdu ce match parce que les Lions vont chercher le drive à la fin et Kirk Cousins, bon, est pas. Il fait une erreur, une grosse erreur sur un fumble, ça, justement, et finalement, qui remet de Détroit dans le match. C'est ça qui leur coûte le match. Après, tu vois, c'est difficile de réduire son match à cette erreur-là. Il a fait des choses pires depuis le début de la saison, je trouve. Raphaël, est-ce qu'on réduit son match à cette erreur-là ou est-ce qu'il a fait pire ? Non, on va pas réduire son match à cette erreur-là. Maintenant, même sans cette erreur-là, son match n'est pas non plus, c'est pas la panacée. Après, Raphaël le déteste, Kirk Cousins. Non, je ne le déteste pas. Franchement, c'est un quarterback de la division rivale. Hein. Mais je pense qu'ils sont juste tombés sur une équipe de Détroit meilleure qu'eux et ça arrive aussi, quoi. C'est plutôt encourageant en tout cas pour Détroit. Pour Détroit, c'est sûr. C'est plutôt pas mal. On passe à la suite. Hi, it's Sterling Shepard. It's Rashad Jenner's running back the New York Giants. Hey, it's Jack Rabbit. You listen to the Touchdown Podcast. Tune in, baby. New York. Voilà, il était nickel ce petit jingle. Bravo à vous messieurs d'abord puisque c'est vous qui avez interviewé ces trois hommes dont donc Jack Rabbit, il faut préciser Jack qui Rabbit, c'est ce bon Janoris Jenkins. Et pourquoi Jack Rabbit qui t'a Alors expliqué ? je ne sais pas, non pas du tout, mais alors en tout cas c'est son nom sur Twitter. Oui, ça doit être son pseudo ou je sais pas son délire. En tout cas, quand à la fin de l'interview je lui demande de faire ce jingle, je lui dis tu peux dire c'est Janoris Jenkins, vous écoutez le podcast et il me dit mais mon nom c'est Jack Rabbit, hein, pas Janoris. Quoi ? Et alors là, immense moment de stress avec Raphaël. Oh non, on s'est trompé de personne. Et en fait non, c'est bien lui, mais c'est juste qu'il nous a trollé en direct et on a marché. D'accord. Bon, Jack Rabbit, vous connaissez maintenant. Janoris Jenkins, Giants 17, Rams 10. C'était le match à Londres. Vous y étiez tous les deux, messieurs, à Twickenham. Elle est menée 10-0 et puis 4 interceptions de Case Keenum et un touchdown pour Greg Jennings ont réglé le compte. Rashad Jennings. Décidément, aujourd'hui, c'est la dyslexie totale. Pas le match le plus joli de l'année à Twickenham. Hein. Non, mais celui-là a eu le mérite d'avoir du suspense comparé à celui d'avant. Ce qui est déjà vrai. Au final un match où il y a du suspense, même si c'est pas forcément beau, quand dans les dernières minutes une équipe peut driver pour revenir à égalité, c'est toujours un petit truc un peu. Ça, les gens sont levés et ont un peu crié du coup. C'était sympa. Et il y a eu quand même quelques belles actions, notamment l'interception de London Collins où il remonte, il part sur sa gauche, il met la moitié de l'équipe adverse dans le vent, il repart sur la droite, c'était marrant ça. Ouais, il y a eu de belles actions quand même. Donc, c'était pas le match le plus beau, mais c'était plaisant à suivre la plupart du temps. Commençons par les Rams. Qu'est-ce qu'il nomme 32 sur 53, 291 yards, 4 interceptions. Todd Gurley est à 57 yards seulement, il n'est pas aidé, il faut le dire. Ouais. Prends sa défense là, j'ai l'impression, non ? Ouais, non, c'est pas que j'ai envie de prendre la défense de Case Keenum, mais pour le coup, déjà, il est dans une équipe où on lui demande de lancer 53 fois, ce qui ne peut pas déjà, marcher. C'est impossible, c'est trop. Il n'est pas aidé par un Todd Gurley et Raoul va me rejoindre. Je te laisse parler juste de Todd Gurley. J'ai retourné ma veste pour que Todd Gurley, Alain, je suis désolé. Vas-y, non, mais... Je ne supporte plus, je ne suis plus dans la team Todd Gurley. Tu l'avais dans ton équipe fantasy en fait, c'est pour ça que Non, pas du tout, non, je fais même pas de fantasy cette année, mais depuis qu'il est en NFL, j'ai toujours dit oui, il est très fort et là, il est pas aidé. Et en fait, il est peut-être très fort, mais je ne comprends pas cette propension à vouloir toujours courir dans sa ligne offensive. Tout le temps. Il ne fait que du tout droit. Il ne fait jamais de cut, il essaie jamais de passer Alors ça marchait peut-être la première année, mais alors là, ça marche pas du tout. Et c'est flagrant, à chaque fois, il court et au bout de 2 yards, il a un type sur le dos. Donc tu peux pas progresser. Il courait tout droit. En face, il tombait sur Damon Harrison et Jonathan Hankins, qui sont pas les defensive tackles les plus légers de la ligue. Et, enfin voilà, donc ça marchait pas. Et donc pour revenir sur Case Keenum, si on regarde vraiment les 4 interceptions, il y a 2 ballons déviés. La dernière est pas pour lui. La dernière est pas pour lui parce que c'est son receveur qui coupe complètement son effort et qui va pas dans la end zone pour faire un 1 contre 1 contre Dominique Rodgers-Cromartie. Soit dans pas entendu l'audible. Bon, possible. Mais du coup, sa prestation est un peu anéantie statistiquement par ça, alors que elle est moyenne, quoi. Mais
En fait, c'est du case keenum dans le texte. Et il y a un moment, on peut pas continuer à descendre un mec dont il est là à cause du staff environnant, en fait. Enfin, oui, je veux non, dire, mais, lui, il fait ce qu'il peut avec ses moyens. Et Moi, au final. Je dis juste que c'est Case Keenum, on sait déjà ce qu'on a. Ouais, et t'auras sûrement pas mieux que ça, quoi. On a eu ce débat du coup par internet entre nous déjà dans l'équipe Touchdown Actu. On va vous livrer les coulisses. Pour moi, Case Keenum, c'est le Alex Smith du pauvre, qui est lui-même le Matt Ryan du pauvre, qui est lui-même on va pas dire le Tom Brady du pauvre, aussi le Tom Brady du pauvre pour Matt Ryan. Voilà, on a à peu près la hiérarchie des quarterbacks selon ce classement-là. Non, mais voilà, après, donc pas de Jared Goff, on n'entre pas dans ce débat maintenant. Ok. Non. L'attaque des Giants, Eli Manning n'a annoncé que 3 passes de plus de 10 yards. Les stars ont été discrètes, ça n'a pas été foufou. Ouais, non, les Giants, la victoire est bien, ça leur permet de repasser un bilan positif avant la bye week, mais il y a toujours ces mêmes lacunes. On sent que la défense a progressé, mais alors l'attaque reste très très hésitante en ce début de saison. Eli Manning a vraiment du mal à trouver ses receveurs. Il fait trop de passes vers ses coureurs et son tight end, qui en plus pas très bon. Et pas de jeu au sol. Il fait un fumble très laid. C'est la première action du match. Larry Donnell, il arrive, il lâche le ballon. Bon. C'est ça, il n'y a vraiment pas de jeu au sol. La ligne offensive protège plutôt bien Eli Manning, mais a du mal à ouvrir des brèches au sol. Et encore, je trouve qu'il il se débarrasse rapidement du ballon. Il est trop. Ouais. En fait, je pense qu'il a été tellement traumatisé par cette saison il y a 2 ans où il se prenait vraiment, où là toute la ligne craquait, que j'ai l'impression qu'il a gardé ce réflexe de lancer trop vite la balle. Et à mon goût, en plus, de la lancer pas assez dans ces cas-là, désespéré à Odell Beckham, qui est un receveur qui, justement, tu lui lances et puis tu vois ce qui se passe parce que. Messieurs, un petit point stade. Twickenham ou Wembley, qu'avez-vous préféré vu que vous aviez déjà tous les deux testé Wembley, je crois. C'est vrai. Moi, mon avis est très clair. Je préfère largement Wembley pour beaucoup de raisons. En l'occurrence, pour le côté pratique, pour nous autres journalistes. Ouais, mais ça, les gens, ils s'en foutent qui t'écoutent. Mais ils viennent pas bosser. Pour l'ambiance, les gens qui viennent pas bosser. Un autre point que je préfère à Wembley, déjà, c'est plus près. Oui, ça c'est vrai que ça a l'air très loin quand même. Twickenham, c'est assez loin. Il faut marcher un bon quart d'heure depuis le métro. Maintenant, bon, ça, tu t'accommodes. Hein, mais ouais, je sais pas. Moi, après, un grand point par contre pour Twickenham, la pelouse. Ça, nickel. C'est une pelouse hybride manifestement, elle est beaucoup mieux que celle de Wembley qui a été pointée du doigt après à chaque fois. Ils accueillent plus souvent du rugby, donc qui est peut-être plus proche, donc ils ont peut-être aussi l'habitude d'avoir un peu plus solide. Ils n'accueillent que du rugby, figure-toi que c'était le premier match de l'histoire de Twickenham qui n'était pas du rugby. D'accord. Et c'est un stade qui a 103 ans, donc t'imagines. Non, bah, tu vois, j'étais pas au courant, donc très bonne info, Raoul. Donc moi alors après j'ai comme préféré Wembley. Ça reste un stade incroyable, hein. C'est mythique. Raphaël, tu as préféré Twickenham. Voilà. Twickenham, j'ai trouvé que l'ambiance, Twickenham donnait une meilleure caisse de résonance, on va dire, au public et permettait d'avoir une ambiance plus chaude. Et j'ai plus préféré le côté un peu traditionnel de Twickenham. Enfin, je trouvais que Wembley a un côté vraiment stade fait il y a 2 ans, quoi. Même s'il a 10 ans, t'as l'impression. Alors du coup, c'est très bien parce que c'est moderne, on va pas se mentir non plus, mais je trouve qu'il manque peut-être un peu de caractère comparé à Twickenham où tu sens que t'entres dans le temple du rugby. Ouais, dans un vrai truc. Un peu plus d'âme, donc du côté de Twickenham. J'aurais bien aimé voir ça. L'âme de Twickenham. Allez, une petite note bouffe, puisque je vous ai vu beaucoup parler sur Facebook Live, sur tout ça, du buffet. Bah oui, on était un peu déçus, parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de choix. Toi, pas assez junk food, végétarien, tu aurais eu très faim, puisqu'il y avait juste de la purée. Bah alors, la purée, c'est des pommes de terre. Mais que ça. Bon, j'aurais pu manger de la purée, c'est pas le problème. Et puis, on va dire, ça s'est fait plaisir, puisque Raphaël, on sait pour qui tu vibres, et ça s'est plutôt bien passé. Vous avez discuté ou pas avec Odell Beckham dans les vestiaires? Non, parce qu'on n'avait pas le droit. Il était en conférence de presse. C'est vrai. Donc on n'avait pas le droit de lui parler, ce qui est un peu la règle. On a croisé Franck Riveri et David Alaba. Alors attends, excuse-moi, vous aviez pas le droit de lui parler? Non. Mais comment t'as fait pour lui demander de faire une photo avec toi? Eh ben, on a quand même le droit de lui dire bonjour et de lui demander si on peut prendre une photo. Non, mais disons qu'on pouvait pas parler de 2 matchs et du truc. C'était très rapide. Fallait avec Odell Beckham. Voilà. On va pas mentir. Raphaël quand même a fait son année. Il a son petit selfie avec Odell Beckham. Donc tout va bien. Dolphins 28, Bills 25. Deuxième victoire à la suite pour Miami. Deuxième match à plus de 200 yards pour Jay Ajayi. Adam Gase s'est adapté. On parlait de génie offensif qui justifiait pas son titre. Il s'est adapté. Il a mis plus de monde sur la ligne. Et Jay Ajayi gagne des yards et il s'appuie moins sur Ryan Tannehill et c'est peut-être pas mal. Moi je trouve ça fort, surtout face à cette défense des Bills qui depuis le début, enfin peut-être pas depuis le début de l'année, mais qui depuis 2-3 matchs portait cette équipe, bloquait les attaques adverses et là laisse Ajayi faire 200 yards. Ce garçon a un potentiel très intéressant à exploiter et tu l'as dit, Adam Gase a l'air d'avoir compris que c'était peut-être la clé de l'attaque plus que Tannehill pour l'instant.
Ouais, c'est ça. Il a un peu changé son game plan. Il l'a peut-être simplifié, comme on en avait parlé, où certains reprochaient à Adam Gase d'avoir un playbook un peu trop compliqué. Là, en tout cas, c'est de la course. Comme tu l'as dit, en plus, c'est vrai qu'ils retrouvent aussi leur lineman offensif qui sont revenus progressivement. On pense notamment à Brandon Albert, qui fait forcément du bien sur la ligne offensive. Il y a peut-être moins de poids sur les épaules de Tannehill, ça lui fait peut-être du bien aussi. Et, c'était nécessaire. Non, ça marche. Oui. La défense a bien défendu, notamment la course qui était le gros point fort des Bills. Alors même si LeSean McCoy était un peu blessé et qu'il sort sur blessure, ils ont vraiment empêché Tyrod Taylor de beaucoup courir. Ils ont empêché les autres courses. Voilà, on se demandait si les Dolphins pouvaient confirmer leur victoire des Steelers et je trouve qu'ils la confirment de manière intéressante. Ouais, je suis d'accord. Pour la petite stat, Jay Ajayi, c'est quand même 10 plaquages cassés dans ce match et depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur en NFL avec 4,45 yards après contact en moyenne. Donc ça situe aussi ce que pourrait faire Todd Gurley normalement s'il répondait aux attentes. Buffalo menait de 11 points à 16 minutes de la fin d'ailleurs, il faut quand même le préciser. Après, le problème, c'est que même si Tyrod Taylor est propre, une fois que LeSean McCoy est plus là, c'est quand même très limité en attaque. Oui, parce que c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, que Buffalo s'appuie essentiellement, voire exclusivement, sur du jeu de course. Et quand ton meilleur coureur n'est plus là, même si ton quarterback est toujours ton deuxième, voire ton meilleur coureur sur le match, il manque un truc, ça progresse plus. Tu sens qu'il ne sait pas trop comment faire. S'il lance, il ne sait pas non plus. Donc bon, c'est... On termine avec les Chargers 33, les Falcons à 30. Messieurs, les Chargers s'étaient menés de 17 points dans le second quart et cette fois ce sont eux qui ont remonté 2 touchdowns pour Melvin Gordon, 371 yards à la passe pour Philip Rivers, Tyrell Williams qui capte 140 yards. Les Chargers, donc, dont on rappelle que Raoul n'est plus fan depuis 2 semaines, est-ce qu'il y a un vrai espoir ou est-ce que c'était un match Chargers où de temps en temps ils font un coup comme ça? J'ai envie de te dire que c'est un match Chargers dans le sens où c'est toujours pareil avec cette équipe, j'ai l'impression, c'est que quand ils sont sûrs de gagner, ils perdent, et quand ils sont sûrs de perdre, ils gagnent. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est lié à l'équipe adverse? Est-ce que c'est plein d'autres choses? Je ne sais pas, mais ça a l'air de se vérifier à chaque fois. Est-ce que c'est lié au fait que je ne sois plus supporter de eux? Peut-être. Je vais peut-être le redevenir et ça va leur porter malheur. Non, sérieusement, c'est la preuve que cette équipe a quand même des ressources plutôt offensives en l'occurrence, puisqu'ils prennent 30 points, mais Melvin Gordon est quand même meilleur déjà sur les statistiques que l'an dernier. Il a fait quelques matchs un peu en dedans, mais voilà, quand il veut s'y mettre, il marque des touchdowns qui sont pas toujours de très loin. Il a mis un touchdown de... Il en marque. Voilà, il les met et c'est ça qu'on retient. Et Philip Rivers reste toujours Philip Rivers, qui est l'un des meilleurs quarterbacks de cette ligue et qui est capable de faire des choses incroyables. Moi, j'attendais que tu me parles de quelqu'un d'autre. Ouais. J'attendais que tu me parles de Joey Bosa. C'est ce que, moi, je voulais venir dessus. Je laisse la parole à Raphaël aussi. Je pense que les dirigeants des Chargers peuvent avoir regretté d'avoir mis autant de temps à lui donner le contrat qu'ils souhaitaient, parce que quand on voit les quelques matchs qui sont joués à 1 point ou ceux-ci des Chargers en début de saison, avec le pass rush et la pression qu'apporte Joey Bosa, c'est des matchs où potentiellement, très sincèrement, le match pouvait tomber du coup pour les Chargers. Il est à 20 pressions sur le quarterback en seulement 3 matchs. C'est le meilleur rookie de loin dans ce niveau-là, alors qu'il a 3 matchs de moins. 4 maintenant. 4 matchs de moins. Non, 3. Oui, là, c'était son 3e match. Donc, il fait tout simplement partie des meilleurs pass rushers de la ligue. Il est mieux noté que tous les autres, je crois, juste sur le pass rush pur. Il est au niveau de Von Miller, je crois, pour Pro Football Focus. C'est même s'il n'est pas juste au-dessus, d'ailleurs, je crois, sur le pass rush. En tout cas, il est top 3 pass rush depuis qu'il joue. C'est vraiment une énorme affaire et c'est vraiment un des joueurs d'avenir. Pour une fois, il y a une vraie bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Maintenant, c'est ce que tu dis, c'est que, et Raphaël, t'as raison, il a manqué cruellement au début. Et est-ce que cette histoire, une fois son contrat rookie terminé, va pas lui faire dire, bah écoutez, vous m'avez un peu maltraité, je suis un des meilleurs. Bien sûr, il a le temps. Non, mais attendez, moi je suis ravi. Et finalement, tu vois, au moment de la draft, je te disais, Laremy Tunsil, ce serait limite un meilleur choix. Joey Bosa, finalement, s'avère être meilleur sur ce début de saison. Oui. Et puis après, il y a vraiment le temps pour le contrat rookie. D'ici là, ils peuvent lui proposer une prolongation gigantesque. Bien sûr. Mais c'est un énorme avantage pour eux. C'est un énorme avantage pour l'avenir. Et surtout, c'est un des premiers joueurs défensifs à devenir un vrai atout pour cette équipe. Il y a d'autres défenseurs qui étaient bons. Il y avait Eric Weddle. Tu as toujours Jason Verrett. Qui est blessé. Qui est blessé. Mais voilà, c'est peut-être la première star de cette équipe en défense, alors qu'il y avait souvent des stars en attaque. Et c'est peut-être ce qui va apporter de l'équilibre à San Diego. En un mot sur les Falcons, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, est-ce qu'ils vont craquer? Ça fait la 2e défaite de suite, ou est-ce que, encore une fois, là, c'était une équipe forte en face? 2e défaite de suite, dont une face aux Seahawks après une bye week, des Seahawks à Seattle. Bon, c'est pareil, catastrophique sur ta saison de régulière d'aller perdre là-bas quand même. En plus, ils perdent pas de beaucoup. Là encore, ils perdent que de 3 points en prolongation.
Moi, j'ai envie de croire qu'ils peuvent pas refaire comme l'an dernier où ils avaient commencé 7-1, ils ont fini la saison à 8-8. Je pense pas qu'une équipe puisse à chaque fois comme ça s'écrouler autant. Il faut qu'ils Année apprennent de après leurs année. erreurs. Quoi, Enfin, il y a un moment, c'est juste pas possible. Ou alors c'est le coach là qui a un gros problème. Donc je pense que c'est juste une défaite de plus, mais la machine sera lancée quand même, je pense. On passe à tous les autres matchs de la semaine. The Bears are who we thought they were. That's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown their ass. But they are who we thought they were, and we let them off the hook. Toujours du bon son, parce qu'on écoute Rancid dans le podcast Jean Actu. Les autres matchs, et vous avez entendu qu'on parlait des Bears dans ce jingle de Denny Green qui pétait un câble en conférence de presse. Et on va donc parler des Bears qui ont perdu 26-10 contre les Packers. C'était jeudi, 3 touchdowns pour Aaron Rodgers, même sans coureur, parce qu'on rappelle que c'est Ty Montgomery quand même le meilleur coureur de ce match côté Packers. Est-ce qu'on reprend confiance ou est-ce qu'on a juste profité de Bears qui quand même était mal en point avec Brian Hoyer qui s'est blessé pendant le match, qui va être absent pendant 8 semaines, ce qui est très dur pour lui parce qu'il était quand même sur une plutôt bonne dynamique. Ouais. Et puis c'était assuré une place de titulaire plus ou moins quand même. Oui, ils avaient pas l'air de vouloir faire revenir Jay Cutler. Donc est-ce que les Packers, on est rassurés ou pas? Parce qu'on était très inquiets. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est que c'est les Bears en face, c'est quand même pas la panacée en NFL. Maintenant, c'est une victoire et c'est toujours bon pour la confiance. Moi, j'ai envie de croire que lancer 3 touchdowns dans un match, quand t'as pas de coureur performant, que tu arrives quand même à avancer et à marquer des points, c'est que tu en es capable. Quand bien même en face, ce serait des plots, ce qui n'est pas le cas, c'est toujours bon pour la confiance et c'est un peu ce qui manquait, je pense, à Green Bay aussi depuis ce début de saison. Un peu confiance en eux, un peu confiance en leur jeu. Et Aaron Rodgers, un peu confiance en ses receveurs aussi. Donc là, tout ça a l'air de s'être un petit peu retrouvé. Bon, c'est pas encore exceptionnel. Hein. Les Packers d'il y a 2 ans, ils leur auraient mis 45 points. Moi, j'attends un match de plus ou deux contre des plus grosses. Je suis d'accord avec toi. Mais heureusement, ils l'ont pas perdu. Matt Barkley, 6 sur 15, 80 yards, 2 interceptions. Il est rentré en relève de Brian Hoyer, le pauvre. Bengals, 31, Browns, 17. AJ Green, 8 réceptions, 169 yards, un touchdown, 1 réception à une main. Tranquille, victoire facile. 271 yards au sol. C'est ça la stat importante du côté de Cincinnati plutôt que les trucs flashy. C'est ça, un Jeremy Hill qui s'est réveillé, qui a fait des très belles courses, dont une de 72 yards, qu'il avait un peu l'habitude de faire l'année dernière et que cette année on ne voyait pas du tout. Il y a Tyler Eifert qui est revenu sur le terrain, qui fait pas un gros match, il fait je crois que 2 réceptions, mais enfin qui recommence à prendre du rythme un peu. Alors certes ils ont affronté l'équipe la plus faible de la ligue, hein, donc c'est pareil, là encore tu peux pas tout de suite te dire bon bah ça y est ça repart. Mais je pense peut-être même encore plus que pour les Packers, ils avaient vraiment besoin de ce genre de victoire et que ils remontent la pente peut-être progressivement quoi. Bon après on disait il joue pas la meilleure équipe de la ligue et j'ai trouvé mon champion de la semaine, il s'appelle Jamar Taylor, cornerback pour les Browns. Il a autorisé 5 réceptions, 124 yards et 2 touchdowns en étant ciblé 5 fois. Voilà, très dure soirée. Il n'aurait pas été là, c'était le même résultat. Ouais, soirée très difficile pour lui, pour vieux. Et commotion pour Cody Kessler et 2 interceptions derrière pour Kevin Hogan en relais. Donc ça a été encore un quarterback blessé. Franchement, il faut faire quelque chose, il faut faire venir un exorciste ou je sais pas. Mais eux, ils ont un sérieux problème quand même. Hein. Ouais. Jaguars 16, Raiders 33. Les Raiders ont fait le boulot. Ils confirment 4-0 sur la route cette année, 5-2 au total. On va reparler des Raiders, je pense, au fil de la saison. Je pense qu'il faut aussi surtout parler des Jaguars cette semaine parce qu'ils déçoivent énormément. Encore 2 interceptions pour Blake Bortles, 2 interceptions sur des actions où il n'est pas sous pression. Il faut aussi préciser ça. 4 passes de plus de 10 yards seulement. Et Gus Bradley au total qui est désormais à 14 victoires pour 40 défaites en tant qu'entraîneur des Jaguars. Ouais, et puis alors, de petit teaser, ils jouent jeudi les Titans jeudi soir. Je pense que s'ils perdent là, il faut faire quelque chose parce que... Raphaël, on abandonne Blake Bortles aussi. C'est aussi ça la question. Il est pas bon non plus. Enfin, non, il est pas. C'est compliqué. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on abandonne Blake Bortles? Il prend vraiment des mauvaises décisions. Il a des choix très très douteux au niveau de ses passes. Puis c'est pareil. Je trouve ça. L'an dernier, ils arrivent pas à réimpliquer comme l'an dernier Allen Robinson et Alan Hurns dans le jeu. Je trouve qu'ils disparaissent un peu et je vois pas de raison particulière. Pour Blake Bortles, honnêtement, je sais pas. Tu veux dire que les Jaguars ont perdu leur clé? Ouais. Sans aucun doute. Mais après c'est difficile parce que tu vois Blake Bortles il est pas très bien entouré. S'il avait un coaching un peu
Ouais, je sais pas, un peu plus tranchant. De toute façon, ils abandonneront le coach avant d'abandonner le quarterback. Toujours. Ils vont pas changer de quarterback maintenant. Il lui reste encore un an sur son contrat rookie, je crois. Donc, de toute façon, il va faire encore une année. Après, si l'année prochaine, c'est comme celle-là, ça sera fini. Hein, mais bon, en tout cas, c'est pas évident pour eux. Quoi. C'est vraiment une belle déception de cette saison pour l'instant. Les Jaguars, pardon. Les Chiefs 27, les Saints 21. Les Saints ont frappé d'abord, réponse des Chiefs avec 21 points de suite et qui ont ensuite tenu leur avance jusqu'à la fin du match. Kansas City qui continue d'être Kansas City, c'est-à-dire une équipe équilibrée, qui joue intelligemment, qui perd pas de ballon. Qui perd pas de ballon et qui se repose aussi bien sur sa défense, qui a réussi à contenir Drew Brees. D'habitude chez les Saints, c'est l'inverse, on envoie des camions de points et on en prend beaucoup. Là, ils n'ont pas trop réussi à marquer. Ils ont plus ou moins contenu les Chiefs, mais qui ne sont pas non plus l'attaque la plus explosive de cette NFL. Donc, c'est un résultat assez logique, étonnamment. Quand on voit ce qui se passe en NFL depuis le début de la saison, tout est possible. Là, c'est assez logique. Jets 24, Ravens 16, 8 passes pour Geno Smith avant de se blesser au genou. Sa saison est probablement terminée, puisque ça a l'air d'être les ligaments croisés. Ryan Fitzpatrick de retour, 9 sur 14, 120 yards et un touchdown. Il a mené cette équipe à la victoire. Ils ont 2 interceptions pour la défense quand même. Ça aussi, c'est un retour de vie peut-être intéressant, ou alors on n'en tire pas grand-chose. J'ai envie de dire qu'on n'en tire pas grand chose et c'est même dommage pour les Jets parce que le problème, une partie d'entre eux, je suis sûr, et même des fans notamment, vont recommencer à recroire que Fitzpatrick en fait c'était une mauvaise passe et qu'il peut re-être une solution, mais il l'est pas. Ce mec-là est quand même je vais pas dire un arnaqueur, mais j'allais dire escroc. Tu peux. Sincèrement, il a 147 titularisations en NFL, je crois, si je dis pas de bêtises. Probablement, dans ces mais comment il a pu arriver à ça? C'est assez incroyable. C'est surtout qu'il a beaucoup d'argent à l'heure actuelle. Et puis voilà, leur défense est bonne, mais ils battent une équipe des Ravens à laquelle il manquait déjà tellement de joueurs. Suggs, Demerville, C.J. Mosley, le linebacker, Marshall Yanda, le guard, Steve Smith, ça manque de monde. Et en plus, en attaque, 25 sur 44, 248 yards et 2 interceptions pour Joe Flacco, mais surtout quand même 10 yards au sol. 6 même, il m'a semblé lire. Alors, en fait, c'est 10 pour le coureur, moins 4 de Joe Flacco. Donc, je ne savais pas s'il les avait perdus. On va dire, 10 pour les coureurs. 10 yards en NFL. Même une NFL très tournée vers la passe, etc. Je pense que même à nous 3, on pourrait faire plus que 10 yards face à cette défense. Mais alors, je pense à nous 3, avec 2 courses max chacun avant de plus être en état physique. Ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. On n'y arrivera peut-être pas à finir le match, mais c'est vraiment ridicule. Les gars sont quand même entraînés à ça toute l'année. Et alors après, ils ont pas de très bons coureurs non plus et Joe Flacco est quand même censé être le leader. Il se dit qu'il veut remonter, qu'il veut tirer l'équipe vers le haut par le jeu de passe. Mais est-ce que c'est une interception ou une passe lancée? C'est une interception qui est ridicule là, qui lance à moitié sur le côté d'ailleurs. Joe Flacco, il a il trébuche en même temps à peu près. Il a une action complètement improbable. C'était Guillaume. Il a essayé d'en faire trop. C'était Guillaume Soquet qu'on a eu souvent dans l'émission, qui l'avait relayé sur Twitter. Très très belle action de Joe Flacco. Titans 26, Colts 34, Andrew Luck avec un long drive pour aller chercher le match. La défense qui arrache le ballon à Mariota derrière parce que les Titans avaient quand même l'occasion de passer devant. 97,9 d'évaluation pour Luck sous pression. Deuxième quarterback NFL selon Pro Football Focus, malgré la pire ligne offensive de toute la NFL avec 113 pressions autorisées depuis le début de l'année. C'est ridicule. Encore là, on parlait des plots tout à l'heure. Là, tu pourras mettre des plots en la ligne, ce serait la même. Luck, finalement, ce qui serait intelligent, c'est de retirer un lineman et de mettre un receveur de plus. Comme ça, parce plus d'options plus vite. Parce que de toute façon, ils vont lui arriver dessus. Et lui, il court à peu près et il peut lancer vite. Donc franchement, moi, je serais Pagano, je réfléchirais à un truc comme ça. Raphaël, est-ce qu'on met un receveur de plus pour Andrew Luck? Écoute, ouais. Non, mais après, sa performance est quand même costaud. Là. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai toujours cru en lui et je suis pas étonné. On l'a dit plusieurs fois quand... C'est pareil, quand on le laisse jouer en no-huddle, quand on le laisse mener le rythme de son attaque, c'est un quarterback qui est capable de faire des choses. Donc alors, il prend beaucoup de pression et c'est ce qui va l'empêcher de gagner plus de matchs avec les Colts. Mais si tu construis bien autour de lui, ces Colts-là, ils doivent être en playoff tous les ans, surtout dans leur division. Je veux dire, et voilà, ils sont bloqués par une ligne offensive et par une défense moyenne, même si là, elle a fait quelques playmake. Bon, c'est pour battre les Titans. C'est vrai qu'ils arrachent le match quand même à la fin. L'éternel Robert Mathis, c'est toujours là. Marcus Mariota, c'est un match Titans. On parlait de match Chargers tout à l'heure. Ils ont fait des trucs, ils n'ont pas été loin. Il y a quand même des bases un peu de jeu au sol, quelques petits trucs défensifs. Mariota n'est pas totalement perdu. La ligne offensive est très bonne, le jeu au sol est très bon.
Il y a quelques bons joueurs quand même en défense, peut-être pas assez, mais non, il y a des bases, mais ça progresse pas. Si Mariota progresse un peu en interne et qu'il renforce encore un peu la défense, peut-être que l'an prochain, ça pourra commencer à ressembler à quelque chose. Ouais. Tu les remettras en playoff l'an prochain? Probablement. 49ers 17, Buccaneers 34. Jacquizz Rodgers 26 courses, 154 yards, 3 touchdowns et une interception pour Jameis Winston, 273 yards seulement pour les Niners. Ça sent la victoire très très logique. Les Niners menaient 14-0 pardon, puis ensuite ils ont plus rien. Ouais, mais comme ils n'ont plus rien de toute façon, un peu à tous leurs postes malheureusement, donc cette équipe-là est vouée à passer une mauvaise saison, à moins de trouver une vraie solution au poste de quarterback. Et encore, je pense que c'est même pas ça qui réglerait tout. Non. Je suis désolé pour les amis 49ers. Kaepernick est à 16 sur 34, 143 yards, un touchdown, une interception et 84 yards au sol. Il est le meilleur coureur de l'équipe. Ouais, mais il est le seul, quoi. Il montre que qu'il n'est pas vraiment au niveau. Enfin, on se demandait, ça fait 2 matchs où il est pas très bon. Carlos Hyde n'était pas là. Hein. Il était blessé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu veux dire que Carlos était caché? J'arrête de relever ces trucs-là. Non, effectivement, c'est une victoire logique, comme tu l'as dit. Il y a juste une équipe qui est un peu plus complète que l'autre. Steelers 16, Patriots 27. Tom Brady pour Rob Gronkowski, c'est 4 réceptions, 93 yards, un touchdown et une évaluation parfaite. Le Garrett Blount, 127 yards au sol et 2 touchdowns. Là aussi, on parle de victoire logique. Mais moi, ce que j'avais envie de souligner, c'est que c'est quand même les Patriots aujourd'hui qui me semblent être la seule équipe sûre en NFL, non? Et la plus complète. Où il y a de l'attaque, où il y a de la défense, où il y a du coaching, où il y a un quarterback, où il y a. En fait, il n'y a pas de gros points faibles. Mais voilà. C'est ça. Mais je trouve qu'on est dans une ligue là où c'est tellement fou. On disait les Vikings, c'est leur première défaite. Mais ils ont une ligne qui est catastrophique. Ils ont une escouade de receveurs qui est un peu qu'un quart. Ils n'ont pas le meilleur quarterback. Ils n'ont pas le meilleur quarterback. Est-ce que les Patriots aujourd'hui sont seuls? J'ai pas encore. Demain, vous aurez le power ranking sur Touchdown Actu, c'est pas moi qui le fais. Mais celui de la NFL, en tout cas, les met premiers. Donc, moi, ce serait. Ah oui, non, mais clairement, c'est la seule. Donc, tu veux dire que tu n'as aucune influence sur le power ranking, alors? Non, je pourrais, bien sûr, mais je n'en ai pas. Non, c'est la seule équipe complète sans aucun doute, même en fait. Et tu vois, qui se fait pas peur sur ce genre de match, par exemple. Ouais. Ils ont fait le taf. Ouais. Alors, contre des Steelers privés de leur quarterback, mais quand même. Alors voilà, Landry Jones est à 29 sur 47, 281 yards, un touchdown et une interception. Mais moi, j'ai surtout envie de dire que c'est la défense qui est encore plus à la ramasse que l'attaque. La défense au sol, contre la course, même Ryan Shazier, le linebacker des Steelers, l'a dit aujourd'hui, qu'on a une défense pourrie, pour être gentil, contre la course. Non, c'est la défense des Steelers, encore une fois, qui est problématique, parce qu'au final, l'attaque a fait ce qu'elle a pu, mais c'est vraiment cette défense qui depuis 2-3 ans fait des choix de draft en défense qui sont pas si bons que ça. Ça a du mal à cette équipe Bud Dupree par exemple, qu'on attendait beaucoup, le linebacker qui fait pas grand chose. Même Ryan Shazier est pas franchement extraordinaire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de linebackers sélectionnés ces dernières années. Ils ont sélectionné beaucoup de défensifs et cette défense des Steelers n'arrive pas à redevenir le rideau de fer, quoi. Ouais, et puis quand tu es obligé de lancer 49 fois, il lance Landry Jones, 47 fois. 47. C'est quand même énorme pour un mec qui est censé être remplaçant. Ouais, après c'est parce qu'ils sont menés. Ils sont menés, donc ils cherchent. Bon, ça me... Allez, Broncos 27, Texans 9. Pas de vengeance pour Brock Osweiler. 22 sur 41, 131 yards pour lui à la passe. 5 sur 15 et 32 yards quand il était sous pression. 2 fumbles perdus. Et là, Raphaël jubile parce qu'il faisait partie de ceux qui disaient que de toute façon, Denver ne devait pas le signer pour un gros contrat, non? Ouais, notamment. Enfin, j'étais pas... J'en savais pas. T'as jamais cru en lui, non? Oui, non, j'ai jamais été Je me rappelle que l'an dernier, tu t'étais quand même partisan qu'on remette le cadavre de Peyton Manning sur le terrain, alors que Brock Osweiler gagnait des matchs. Au final, pour le moment, on sait qu'avec le cadavre de Peyton Manning, ils ont gagné le Super Bowl. On ne sait pas ce qu'ils auraient fait avec l'autre. Mais non, je n'étais pas un grand partisan. Voilà, après, ça m'étonnait pas le prix qu'il ait eu dans un marché où les équipes se mettent dans une position pour être dépendantes des quarterbacks. Donc ça m'étonnait pas. Il avait quand même fait des belles choses qui méritaient au moins qu'une équipe comme les Texans. Mais il avait battu les Patriots, enfin. Mais il n'avait pas fait de choses horribles. Ouais, attends. Donc c'est 72 millions, ne pas faire de... pour un quarterback. Quand tu vois les équipes qui ont besoin d'un quarterback aujourd'hui. Mais je suis désolé, ils n'ont pas besoin de payer. Et la preuve, tu n'as pas besoin de payer un quarterback mauvais 72 millions parce que tu es capable de prendre n'importe quel anonyme au 3e tour d'une draft pour faire aussi bien Trevor Siemian, fait aussi bien que Brock Osweiler. Donc tu n'as pas besoin. 6e tour, je crois, Siemian. Mais voilà, franchement, tu pourrais presque te contenter de drafter un quarterback. Si tu as Tu pars du principe que ton quarterback ne te sert à rien comme les Broncos, bah, il pourrait presque drafter tous les 4 ans un quarterback rookie et faire pareil. Enfin... Après, attention quand même, je suis d'accord avec toi sur le principe, c'est-à-dire tu peux avoir une équipe très forte et avoir un quarterback qui te porte, etc. Le fait est quand même que si tu regardes la liste des gagnants du Super Bowl, c'est quand même pas des clampins qui ont gagné les derniers. Mais tu peux faire un peu ça jusqu'à trouver le mec qu'il te faut. Enfin, t'es pas obligé de signer le premier mec qui fait un bon match dans l'année. Enfin, non, on est d'accord, mais ils sont tellement... n'a pas fait... Après, avec ce qu'ils avaient vécu avec Hoyer en playoff,
tu peux aussi leur pardonner de dire il faut qu'on tente un truc Bah sur oui, un mec. ils étaient obligés. Hoyer en lance 4, Oui. ils sont horribles en playoff alors qu'ils D'accord, avaient une équipe mais, avec une énorme défense. Ça fait et quand tout. même un bout de temps qu'on dit que les Texans sont à un quarterback C'est d'être ça. une bonne équipe. C'est ça. Mais Donc pour là, moi, ils- tu le signes pas 72 millions. Après, c'est encore une Le autre, prix, c'est un autre L'offre et problème. la demande, mon ami. Bah oui, Ouais, non, mais c'est vrai, non, c'est le prix d'un quarterback NFL plus supposé de ce niveau-là. Rappelle-toi que Ouais. Fitzpatrick voulait 14 millions par saison. Oui, bah, les Jets ont quand même eu raison de lui dire non, plus ou moins. parce C'est que, vrai, c'est vrai. Non, mais si on regarde la hiérarchie des salaires, je pense pas qu'au final il soit. Il a pas non plus. Bon, Il n'a bref. pas le salaire d'Andrew Luck. Hein. Voilà, il a pas tapé un Luck ou un Rodgers. Donc, 107 yards de sol pour CJ Anderson côté Denver, c'est aussi ça la clé. Et Trevor Siemian a été propre 14 sur 25, 157 Je yards, ne un sais pas touchdown. si on peut vraiment dire que c'est l'effet Kubiak, mais mine de rien, Kubiak est revenu au bord du terrain et tout de Ça va suite mieux. cette attaque. Et pourtant, la défense d'Houston n'était pas moins bonne que celle que les Broncos avaient affrontée, donc c'était les Falcons le match d'avant. Ouais, j'ai trouvé que ça allait tout de suite mieux dans le jeu Et les offensif. Chargers avant. Et les Chargers, et où pour le coup, Siemens sans Kubiak avait été vraiment mauvais, et là, c'était mieux. Je sais pas. Ça... Les tops et les flops. Votre top de la semaine, messieurs, Raphaël. London Collins, le safety des Giants, qui fait 2 interceptions sur le match, dont une vraiment qui retourne, qui est assez incroyable. Enfin, je vous conseille de la voir. Donc voilà. Raoul. Moi, je vais rester sur les Giants et puis je vais dire Rashad Jennings, que j'ai trouvé très sympa après coup dans les vestiaires et plus intéressant que la moyenne des joueurs NFL à quoi j'ai déjà eu la chance de parler. Ah, c'est vrai qu'il y en a, hein, de toute façon. Ouais. Il y a Et des lui, joueurs qui non, sont- était assez humble et a dit des trucs plutôt sympas, donc je l'ai trouvé cool. C'est vrai, ça d'ailleurs, je vous ai pas demandé dans les vestiaires alors les plus cool, les plus. Ben, on n'a pas eu autant qu'on voulait, mais donc moi, Rashad Jennings, Parce que- vraiment sympa. Il a dit quand même un truc genre j'ai pu marquer un touchdown dans cette enceinte mythique. Ça, c'est un truc que je raconterai à mes enfants plus tard. C'est des trucs sympas, tu vois, c'est pas Einstein. Hein, Sterling Shepard aussi a été sympa. Et Sterling Shepard était assez cool, ouais. Ouais, on sentait le rookie qui était un peu. Après, on a beaucoup de joueurs on pouvait pas leur parler parce que les Giants ont eu Victor Cruz, Odell Beckham, Manning, Pierre-Paul et London Collins en conférence de presse. Ouais, ça faisait 5 C'est vrai. À qui on n'avait pas le droit de parler. Du coup, est-ce que vous avez croisé Eli? J'ai oublié de demander. On l'a croisé, moi je l'ai vu en Très train de s'habiller furtivement, hein. et il est reparti. Ah ouais, c'était hyper rapide. Hein. Souvent les quarterbacks passent très vite dans le vestiaire J'avais entre la plus conf vu de presse et Tannehill, le. chez Dolphins, il traînait un peu, tu vois. Ouais, alors que là, ouais. il s'est rhabillé, salut. Ça dépend des. Brady, moi je me rappelle, ça avait fait la même chose à c'est Londres. Il s'était rhabillé, il était expéditif, hein. parti. Et ouais, ça dépend vraiment des mecs. Et donc, Beckham, sympa du coup pour le selfie. Bah, Ouais, Beckham, ouais, oui, Beckham, il je le sens que faisait. c'est le pro, quoi. Ouais. Voilà, je trouvais, on sentait que le mec, ça fait partie de son taf de faire ça, quoi. Tu sentais que... Il est déjà habitué à être une star. Ouais, c'est ça. Mon top, c'est Market King, dis donc. Ça change. Fake punt. Le punter le plus rapide de la NFL c'est au beau. sol. Donc voilà. En fait, quelqu'un m'y a fait penser en m'envoyant un super tweet avec une photo de Dave Grohl où il y avait marqué There goes my hero, watch him as he goes. Et avec en commentaire la réaction d'Alain Mattei sur le fake punt de Market King. C'est ça. Donc c'était exactement ça. Les flops, messieurs. Allez, Raoul. Eh ben, moi j'en avais noté un et en fait je l'ai oublié, c'est terrible. et depuis tout à l'heure je me dis mais repense à ton flop. Et en fait c'est terrible. J'ai limite. Allez, Raphaël, vas-y. Raoul, tu peux chercher. Ouais, Bah moi mon flop ça va être Brock Osweiler parce que voilà j'ai envie de flopper. Parce que Non, c'est non, l'enfer. et cela dit, au-delà de ça, j'ai même envie de flopper, même de manière plus générale, Bill O'Brien, qui va chercher Ryan Mallett, qui n'en fait rien, qui va chercher Brian Hoyer, qui n'en fait rien, qui va vrai chercher qu'il a Brock déjà Osweiler, usé qui n'en fait quelques-uns. rien. Parce qu'en fait, il pense que prendre les remplaçants de Peyton Manning et Tom Brady vont en faire des futurs Peyton Manning ou Tom Brady. Sauf que le talent ne se transmet pas juste par être côte à côte, quoi, en fait. Beaucoup de haine chez Raphaël. Jimmy Garoppolo, tu sais où tu vas jouer l'an prochain. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé mon flop et puis c'était évidemment Todd Gurley qui après maintenant que je l'ai vu en action en direct Ah, vous je êtes peux dans vous dire que l'acharnement, c'est en fait, les mecs. non mais moi c'est une déception mais voilà maintenant que je l'ai vu je sais qu'il est pas si bon. Et toi tu n'as pas tes flops? On peut parler sur le jingle du coup, parce que j'ai oublié mon flop, c'est ça. Mon flop, c'est les Jaguars. On passe aux questions. Raoul. Du coup là je suis pas du tout préparé. Retour Première de la question de casquette. Spreechcrease. Lors Spreechcrease, Ouais, ça. allez, Lors vas-y. du dernier podcast vous avez fait un top 5 des meilleurs QB de ces dernières années. Pas de brise, simple oubli. Ouais, On n'a pas fait les dernières années, c'était peut-être du début Non, de non, saison. c'était depuis le début de l'année.
Oh, quand même, C'est c'est dur. c'est un oubli difficile, Oui, Brice. C'est un oubli. voilà, ça arrive. On aurait dû le mettre. Ouais. On nous demande à chaud. Moi, je l'aurais mis. Non, mais j'ai vu que ça avait vite choqué et qu'on avait eu vite des remarques sur le fait qu'on ait oublié de Drew Brees. Ce que je peux comprendre. Je précise plein de très bonnes questions cette semaine. Wrigleyville qui nous dit: ne trouvez-vous pas qu'il y a trop peu d'intentional grounding sifflé dans les matchs? On voit souvent des quarterbacks se débarrasser du ballon sous pression sans viser honnêtement un receveur ou sans tirer sans pénalité. Après, il faut rappeler que s'ils sont sortis de la tackle box, ils peuvent se débarrasser du ballon. Ouais, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis la même chose et après, je repense à cette précision qui effectivement fait que, en même temps, heureusement, parce que sinon, il y en aurait beaucoup et ce serait compliqué pour eux. Ouais, Raphaël. Alors, question de Niners Nation. De plus en plus de joueurs se blessent seuls, à l'instar de Derek Newton des Texans ou Bridgewater, avec des blessures très graves. Pensez-vous que l'enjeu a dépassé le sport et que le recours à des produits dopants explique la fragilité des athlètes? Quel est votre avis sur ça? Voilà, je sais que c'est une question volontairement irritante, mais votre point de vue m'intéresse. Je pense pas que ce soit irritant parce que je pense pas que ce soit nouveau en fait. Les blessures sans contact, ça fait 10 ans. Non, mais les problèmes, en fait, là où je vais le rejoindre, c'est que les problèmes musculaires de tendons sont de plus en plus nombreux. Il y a de moins en moins d'os. Enfin, c'est pas les os qui cassent, Ouais, etc. non, c'est les tendons. Alors, musculaire. Je pense que ça a toujours été, les muscles ça s'étire, ça claque, etc. C'est au niveau des tendons et des ligaments où là tu vois peut-être qu'il y a un changement parce il y en que a beaucoup plus. tu peux faire grossir tes muscles, tu peux faire grossir Mais tout pas ça, les tendons, voilà, mais les c'est tendons et les exact. ligaments au bout d'un moment Et n'encaissent plus. Ouais. Et moi ce qui m'avait choqué, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, je disais j'ai même l'impression qu'il y a moins de ligaments croisés ces derniers temps, alors Gino Smith me fait mentir, et plus de tendons d'Achille depuis 3-4 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de d'Achilles, tendons. ouais. Ouais. Et alors que quand on a commencé, et je dis ça vraiment de mémoire parce que sur le site on a toujours fait beaucoup de blessures, j'avais vraiment l'impression sur le site d'écrire beaucoup de ligaments croisés au début, et j'ai l'impression de faire plus de tendons d'Achille depuis 3-4 ans. Je trouve qu'il il y a encore beaucoup de ligaments. Non mais il y en a toujours, mais le tendon d'Achille c'est un truc qui a 3-4 ans je trouve, où il y en a de plus C'est vrai en qu'on plus. n'en parlait pas avant en fait. Voilà. Ouais, je Il suis n'y en a d'accord même avec pas toi. autant. Mais en tout cas, dans le fond, moi, je rejoindrais plutôt Niners Nation. Je pense Oui, qu'il y oui. qu'il y a un problème de dopage dans le fond et de performance à la masse musculaire qui fait que Bien sûr, mais ils sont, ça craque. ils sont toujours. Mais je pense même pas que ça ait beaucoup évolué. On l'avait vu avec Sean Merriman début des années 2000, qui était aussi rapide, qui était gros comme un lineman et rapide comme un linebacker ou un coureur. Et c'est à ce moment-là qu'il avait commencé à avoir des trucs où on commençait à vraiment se poser la question. Je me rappelle de Merriman parce que c'était vraiment le prototype du mec qui dépassait toutes les attentes. Et il s'était avéré qu'il s'était fait gauler et que voilà. Mais oui, après, je pense pas que ce soit un problème uniquement au foot US. Faut pas Ah qu'on non, qu'on reste alors dans là le- par contre, oui. Ah dans non, le là, truc. professionnel. Excusez-moi, je vais Oui, pas oui. épiloguer parce qu'ils ont été innocentés dans le Et rugby Rugbyman, par ouais, exemple. Rugbyman. Mais quand on passe sa vie à me dire les valeurs de l'Ovalie, etc., Ouais. il y a du pognon aussi, il se passe des trucs aussi. Les accusations de dopage et les transfusions sanguines, Bah, elles quand sont Zidane, partout, quand Zidane bien était à sûr. la Juve il y a 15 ans, il y en avait aussi. Là où il y a du Moi, je pognon, suis- de toute façon, Tu voilà. sais, il y a plein de documents qui sont sortis. Les footballeurs allemands de la finale face à la Hongrie en 54 en Coupe du Monde étaient tous chargés. Ouais, donc, mais voilà. voilà, c'est Malheureusement, c'est inhérent au sport professionnel Ouais, et ouais. aux enjeux financiers, malheureusement. Enfin, allez, Voilà. New York Sensation, NO Sensation. Salut tout le monde, étant donné que je vais à Londres à la fin du mois, je voulais savoir si vous aviez des adresses où aller avant le match, activité, présentation des joueurs, etc. et quelques conseils pour apprécier mon aventure londonienne au maximum. Merci de continuer votre très bon travail, vous déchirez. Des petits conseils londoniens, Bah, les messieurs. adresses, il faut aller évidemment chez Ben's Cookie. Voilà, c'était le premier truc que je voulais dire. C'est tout, D'ailleurs, hein. je remarque, messieurs, que vous m'avez pas ramené. Mais de non, cookies, mais quoi. en fait, Figure qu'on n'a pas eu le temps. pour le coup, on a Non, vraiment vraiment. enchaîné. Bon. En plus, le dimanche soir, il a fallu aller regarder évidemment le match Paris-Marseille pour ce que ça a valu. On aurait mieux fait d'aller chercher les cookies. Il est sérieux, lui. ouais, Il est sérieux. bien il sûr a qu'il est largué mes sérieux. cookies pour un C'était Paris-Marseille à ouvert le 0-0. dimanche soir, Bah, le c'était Ben fermé, Cookies c'était Non, fermé. mais je suppose que. Dimanche Ah oui, soir. je suis absolument confus. Donc bon, bah, c'est- Bon, d'accord. Mais Ben's Cookies, Ben's et Cookies, sinon moi j'ai toujours mes petits cinnamon rolls aussi que j'aime bien aller chercher quand Ah, j'ai ça, le temps c'est sur, à Oxford Circus. Oxford Circus, ouais. Ça, n'hésitez pas, les petits roulés à la cannelle, c'est délicieux. Ouais, il m'a fait goûter, moi j'étais un peu moins. Ah, Ah ouais, Raoul avait voulu absolument aller là-bas le jour où on avait Ouais. fait le match ensemble. Et Ah ouais, c'était c'est ah, un, moi, peu c'est trop, un peu trop ça m'a sucré pour manqué moi. hier. Hein. Un peu trop sucré pour moi. Sinon, pour le match, donc on avait dit Wembley un peu. Ouais, le Wembley, Twickenham pour l'un, ouais. Twickenham pour l'autre. N'hésitez pas à mais- y aller tôt, comme ça vous avez le temps de profiter un peu Ouais. de toutes les Oui, installations c'est ça, autour. ouais. C'est vrai. Non, C'est vrai que c'est surtout ça le conseil, c'est de Ouais, profiter y le aller plus tôt tôt. possible. Ouais. C'est ça, ouais. Et de pas hésiter à rester tranquillement dans le stade pour discuter et prendre un verre après, pour pas être dans la cohue de la sortie, Ouais. parce que Ah ouais. c'est un bordel sans nom la sortie à Wembley.
Si vous allez prendre le métro en même temps que tout le monde, c'est une horreur. Ouais, Donc, c'est mal fait. Ouais. Ça, on peut vous le dire, c'est l'avantage par contre de taffer là-bas, c'est qu'en général, on reste 2-3 heures en salle de presse pour sortir quand il n'y a personne. Falcons 288 qui nous demande pourquoi certaines équipes portent leur maillot extérieur lorsqu'elles jouent à domicile. En l'occurrence, c'est pas leur maillot extérieur, c'est leur maillot blanc. J'imagine que c'est la confusion. Et c'est parce que leurs couleurs principales sont le blanc, notamment les Cowboys. Quelques autres commencent à le faire. Je crois que les Rams aiment bien le faire maintenant. Et les Dolphins. Les Dolphins aussi. Les Dolphins comme ça. aussi. Et donc non, ce n'est pas une erreur de leur part. Non, mais en fait, c'est vrai que la tradition veut qu'on porte ses couleurs à domicile, mais quelques équipes choisissent de porter le blanc à domicile. Parce que c'est leur couleur Parce aussi. que c'est leur couleur, voilà. Mais c'est vrai que la majorité, c'est en couleur. Donc, c'est vrai. C'est l'inverse de la NBA où ils portent le blanc à domicile. Raphaël. Alors, question de Prince Brady. Sur quoi peuvent compter les Panthers pour espérer remonter la pente? Quand ils étaient au repos cette semaine, je sais pas. Un piolet et des chaussures à crampons. En fait, il leur manque pas tant que ça, surtout je pense qu'ils reviennent à leur niveau. Il y a une bonne part de confiance et de choses comme ça, mais Newton a quand même pas l'air bien depuis le début de l'année. Personne n'a l'air bien, quoi. C'est vrai. Il faudrait qu'ils retrouvent tous leur niveau avant de commencer à chercher à changer, je pense. Question de Loïc Goyet, qui est donc notre développeur qui met des questions et qu'on salue. Un peu de NFL fiction, le trade de Sam Bradford n'a pas eu lieu. Quelle aurait été la saison des Eagles et des Vikings jusque-là? Question bonus, qui aurait gagné le match? Ah, c'est marrant parce que j'ai pas Alors pensé. attends, ça veut dire si le trade de Sam Bradford n'a pas eu lieu, ça veut dire que les Vikings ont un clampin au poste de quarterback. Ils ont Chonil, quoi. Et le début de saison est quand même bien moins bien, je pense. Ouais, je pense. Mais cela dit, est-ce que celui des Eagles c'est aussi bien qu'avec Carson Wentz? Je pense pas non plus. Donc, non, mais du coup, les Eagles gagnent le match. Je pense que les Eagles gagnent ce match aussi quand même. Julio Russ qui me dit bonjour à tous. Vous avez fait un article sur Joe Thomas et Joe Staley, qui serait disponible pour un échange. Pour qui ça vaudrait le coup cet échange et surtout à quel prix? Seahawks. Seahawks ou Vikings. Seahawks, Vikings, clairement, c'est des équipes tellement bien fournies aux autres postes. Seahawks, Vikings, c'est les deux qu'on a dit qu'il fallait qu'ils se renforcent et qu'ils prennent un mec, quoi. Mais moi, je trouve que ça peut même valoir, franchement, malgré l'âge, le poste, ça peut valoir un premier tour sans aucun problème. Parce que Joe Thomas, en plus, il a que 31 ans, c'est un des meilleurs left tackle de la ligue. Potentiellement, tu peux le garder encore 3-4 ans. Mettre un premier tour, si c'est le mec qui te permet de gagner un Super Bowl, ton premier choix, il est remboursé dans la semaine. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, jamais compris, non, mais on attache une importance tellement démesurée au choix de draft dans les échanges, alors que des fois ça peut faciliter des situations. Parce que tu te dis que tu fais l'impasse sur un gars qui aurait potentiellement été encore meilleur pour longtemps. Quoi. C'est de l'hypothétique. Quoi. C'est tellement hypothétique. Joe Thomas, c'est un All-Pro, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'as un All-Pro. Tu prends un All-Pro contre un potentiel bon joueur sur potentiellement plusieurs années. Ça. Moi, je prends le All-Pro. Que si t'as du bol, que s'il tombe jusqu'à toi, parce que si t'es en playoff en plus, tu seras 22e. Moi, je suis assez d'accord avec Raphaël. S'il y a un coup à faire, si tu sens que t'es pas loin du titre, vas-y. Je suis d'accord. C'est à qui? À moi. Allez, quel est le problème avec les kickers cette saison à l'image de Gostkowski ou bien du match Cards-Hawks? Beaucoup d'extra points, une field goal loupé, c'est une question de Sharky. Là, on peut pas le savoir pour eux. Je sais pas, mais je suis d'accord qu'il y a un problème parce qu'il y a vraiment beaucoup de field goal et d'extra points aussi ratés. Étonnamment. Mais après, c'est ce que disaient dans la moyenne, les commentaires, je sais pas si t'as vu, dans les kickers ont pour le moment la même moyenne de réussite sur l'ensemble des kickers de la ligue que l'an dernier. Après, à cette époque-là d'année. Après, ce que disaient certains l'an dernier des kickers, c'était que l'extra point difficile les forçait à se concentrer encore plus et que ça bouffe de l'influx, tout simplement. Peut-être. Et que avant, c'était quasiment de l'échauffement, l'extra point pour les field goals sérieux, quoi. Et donc, il ne reste que 3 kickers qui n'ont rien raté. Vinatieri, je suppose. Vinatieri, Justin Tucker des Ravens. Et il m'en manque un qui est, je ne sais plus qui. C'est pas celui des Chargers. Je saurais pas dire. Peut-être Greg Zuerlein des Rams, mais pas certain non plus. J'ai un doute. Allez, Raoul. RC59, question intéressante. Parmi tous les top players actuels, quels sont ceux qui peuvent être considérés comme top 10 all-time de leur position? Je l'avais imprimé 2 fois parce que je venais de la tirer. All-time. Top 10 all-time. Tom Brady, Gronk. Voilà, ça c'est bon. Gronkowski, je suis d'accord. Il sera dans le top 10. Dans les receveurs, t'as forcément. Est-ce qu'un Larry Fitzgerald peut-être? Ouais, Larry Fitzgerald peut être un top 10. Ça me paraît beaucoup. À la fin de sur l'ensemble de sa carrière. En fait, il y en a tellement. Après, il y a des linemen à l'heure actuelle qui, à mon avis, pourraient y prétendre. Nick Mangold pourrait prétendre être un des 10 meilleurs centres de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Marshall Yanda, chez les guards, moi je le mettrais, je pense, dans les 10 meilleurs. Non, mais il y a du monde. Ezekiel Elliott, c'est le mec qui s'emballe déjà. S'il continue à ce rythme. Darrell Revis, top 10 cornerback de l'histoire, peut-être?
Ouais, il sera dans les on très a envie bons, de dire en non tout parce cas, qu'il ouais. fait une moins bonne saison, mais c'est vrai. Ouais, hein. mais sur l'ensemble de Sur la son carrière, parcours, bien sûr, sur je son suis bien pic, en d'accord. plus, il est très Je très suis fort. assez ouais. d'accord. Mais Ouais. c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de bons joueurs qui émergent et la ligue est quand même vieille. Donc, est-ce qu'il y a Ouais. vraiment d'autres top 10 Ouais. aujourd'hui? En tout cas, là, on donne les Bah meilleurs à ouais. leur poste. Oui, mais il y c'est en a top beaucoup 10 qui de seront, l'histoire à leur Oui, de poste. leur- Donc de l'histoire, ouais, Revis, c'est ça. Revis, on s'en moque qu'il y ait des meilleurs à l'heure actuelle. Vinatieri parce en que- kicker. Vinatieri, oui. Vinatieri, oui, Vinatieri, clairement. obligé. Ah ouais, Ah c'est ouais. sûr. Il Ouais, a non, été c'est- Hall of Famer direct. Ouais, quoi. Ouais. ouais. Allez, Bip Bop Noon qui nous demande: les Browns font rire, sourire, pleurer leurs fans, mais en cette période de renouveau sportif pour les franchises de la ville, je trouve que cette année ils se rapprochent le plus d'une équipe de football, malgré un enchaînement de blessures à faire peur. Ils ont un jeu au sol plutôt intéressant, ont une vraie volonté de bien faire, et leur quarterback rookie essaie de faire avancer leur équipe malgré la faucheuse qui les guette. Et si au final Cleveland avait enfin trouvé son coach, c'est vrai que même si c'est la débâcle, On l'a dit. Hein, c'est ça- pas la débâcle en dehors du terrain, Ouais. n'importe comment, etc. C'est vrai. Il y a un truc qui essaie de se mettre en place. Il y a une volonté en tout cas évidente. Ça marche pas pour l'instant, mais c'est mieux que beaucoup d'équipes. Enfin, c'est au niveau Non, de la c'est volonté. intéressant. Puis c'est une équipe qui a décidé cette intersaison de faire venir en plus dans le front office. Je me rappelle plus de son prénom, mais son nom de famille c'est De Podesta, qui est un ancien general manager d'équipe de baseball et qui est un partisan absolu des statistiques. Ah, Moneyball. Moneyball, c'est ouais, ça. ouais, Et c'est lui qui a super inspiré. film. Et il est arrivé cette intersaison. Et du coup, je pense que les Browns essayent un nouveau tournant, essayent une nouvelle stratégie avec Hugh Jackson, ce genre de recrutement dans... Et donc c'est intéressant à voir. Je suis d'accord, sur le fond, ils sont moins ridicules. Allez, une C'est, dernière. Vas-y, Ah ouais, alors j'y allez. vais. Alors, Il faut hello une la dernière team, chacun. faut-il supprimer les matchs nuls après prolongation? Si oui, comment on fait? Comme au basket, on repart pour 15 minutes. Méthode NCA. Moi, pour en avoir goûté ces derniers temps, tu files le ballon aux 25 yards à la première équipe, il marque un touchdown ou un field goal, tu refiles le ballon à l'autre équipe et répond et marque un field goal ou un touchdown. Mais non, mais parce que- mais pourquoi si les 25 deux marquent un yards field goal, Pourquoi le mettre au 25 yards alors, kick-off. au 40. Mais même pas, pourquoi Ou un non, kick-off. non. Bah pourquoi non? Et pourquoi tu veux le filer aux 40 yards il faut bien partir de quelque parce part. que, non, mais parce que ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il n'y a Tu- pas de match nul. Tu fais ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marque plus que l'autre sur son action. Moi, Mais c'est si ça que les je trouve deux très mettent bien. un touchdown, Ça va, ça marche. on se prend la tête pour un Non, match nul par an, tous on- les 4 ans. On est d'accord, mais on est d'accord, mais Et on- un match nul, c'est comme embrasser sa sœur, disent les Américains, et ça, c'est répugnant. Donc, il faut trouver une solution. Non, mais je te jure que c'est vrai. Ils disent ça A vraiment. tie is like kissing your sister. N'importe Je quoi. te jure que c'est Cela vrai. dit, c'est vrai que dans leur sport, il n'y a jamais de match nul. Mais quasiment. Donc, ouais, bah, c'est non, pas mais grave, ils peuvent- moi, je trouve ça. Enfin, je trouve que la règle NCAA est très bien. Alors, 25, c'est peut-être un peu trop près, c'est vrai. Mais, ou 50, voilà. Mi-terrain. Si tu arrives à marquer un field goal ou un touchdown, l'autre équipe elle a le ballon, elle répond. Et en plus, ça va plus vite, donc ça économise un peu les organismes aussi, parce que la saison elle est difficile, il y a déjà assez de blessures. Mm. Là, les mecs se sont tapés 15 minutes de plus, ils se sont envoyés encore des Et trucs, taper, etc. c'est le Voilà. mot. Hein. Donc, moi, je trouve méthode NCAA. C'est une Et sorte si les de. deux mettent un touchdown, il se passe quoi? Et bah, Continue tu refais, Ah, ok. et Ouais. du coup, si le premier met juste un field goal, l'autre marque rien, c'est fini. Ou si le. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est donc des tirs une au but. course point, quoi. C'est des tirs Ouais, au ça. but, grosso modo. Ouais, mais moi, je suis d'accord. c'est des tirs au but, mais à la mort subite directe. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Bim, un point pour moi. Très bien. Je sais plus c'est à qui. C'est à toi, Moi, c'est Raphaël? à- Ouais, Ouais. Yago 2003. Bonjour à ceux qui ont survécu au Sunday Night Football. Après le match, Bruce tout-puissant Arians critique ouvertement son kicker. Dans le même temps, Pete Lewis Carroll déclare son amour au sien au lieu de demander qu'on lui coupe la tête. Quelle est selon vous l'attitude la plus efficace pour que son kicker réussisse? Je me demande, alors je crois que depuis il est revenu un peu, hein, Bruce Ouais. Arians, et il a supporté Oui. un peu 4-0. Mais revenu de manière un peu... Mais alors, j'aime bien Bruce Arians, mais j'ai peur que ce soit le genre des fois de coaching qui puisse finir par lasser les joueurs. Je pense que certains vétérans pourraient finir par en avoir un peu le plein le derrière, de se faire secouer comme ça. la réaction de Carroll mieux. Parce que Carroll est toujours dans l'énergie, mais positive. Ouais, c'est vrai ça. Et ça, c'est un truc moi que je trouve admirable avec lui. Et pour le coup, pour l'avoir, on parlait de croiser les joueurs dans les vestiaires, etc. Pour avoir croisé Pete Carroll, je trouve qu'il dégage vraiment un truc. Ce mec-là, quand il vous parle et quand il est à côté de vous, il dégage un truc qui est hyper positif. Et Ouais, je suis encore d'accord. une fois, rien que de le voir et de lui parler, tu te dis, mince, j'aimerais bien jouer pour ce gars, il a l'air vraiment le plus vieux cool. de la ligue, j'ai l'impression que c'est quand même le plus charismatique. Mais- Alors, non pas que l'âge soit lié à ça, hein, mais c'est... Voilà, le gars est quand même le type avec le qui t'as envie de te battre. Enfin, pour Ouais, qui non, t'as mais envie de c'est te battre. Ah ouais, complètement. C'est possible. Et ben messieurs, on va passer au match du jeudi, si je retrouve mon jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Le superbe match du jeudi de cette semaine, messieurs, parce que oui, il y a un superbe match ce jeudi. C'est un duel de déception terrible, puisqu'on a les Titans, excusez-moi, un petit coup de jingle, les Titans contre les Jaguars, duel de déception donc. Est-ce qu'on va avoir un grand festival de n'importe quoi ? Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Je le regarderai pas, hein, parce que moi, à ces heures-là, je dors. C'est pas moi qui fais le résumé. Non, mais je dors depuis que j'ai un travail. En fait. On salue Nicolas Méchel qui va faire le résumé de ces matchs et, on lui souhaite, qui fait tous les matchs de la nuit quasiment sur Touchdown Actu. Un grand merci à lui et un grand bonne chance. Mais en fait, je suis curieux parce que ça peut partir dans tellement tous les sens. Oui, c'est ça. Tout le monde est capable de tout faire, bien comme mal. Alors, scénario impossible à distinguer. Je pense que c'est assez simple. Hein. On va pas jouer les devins et dire il va se passer ça et tout. Je regardais à la télé américaine quand j'étais à Houston. Il y a des mecs qui ont une confiance en eux que je trouve délirante quand ils sont. Je sais plus si c'était ESPN ou CBS. Il y avait un show fantasy et le mec était là. Lui, il va mettre 2 touchdowns aujourd'hui. Il va faire ça, il va faire ça et tout. T'as déjà regardé un match NFL, mon gars ou, Non, parce que franchement, tu peux jamais te permettre de dire ça avec Bref. Donc, petit paramètre que je peux vous donner 9e défense pour les Jaguars statistiquement et 10e pour les Titans. Étonnamment, puisque... Est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore plus de fumbles et d'interceptions C'est les défenses aux yards encaissés, donc c'est toujours pareil. Oui, là on est sur les yards encaissés. Ouais, bref. J'arrive même pas à savoir. En fait, j'arrive même pas à savoir qui je vais pronostiquer parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Tout est. Sur le talent, j'ai envie de croire qu'il y a quand même plus du côté des Jaguars, mais c'est tellement irrégulier et le coaching est tellement, j'ai l'impression, laxiste. Que si ça se passe mal, Gus Bradley est capable de péter un plomb complètement et de faire n'importe quoi et de tenter des trucs improbables, des quatrièmes dans leur moitié de terrain. Bon, alors, du coup, pour me donner un avis, je suis allé voir les cotes. 1,55 pour les Titans, 2,33 pour les Jaguars, donc je vais prendre les Titans. La différence me paraît importante. Moi j'aurais pris les Jaguars, tu vois, mais vraiment par instinct. Je sais pas ce que vaut mon instinct, mais voilà. Joue. Du coup, dans le Tennessee à Nashville. Disons que peut-être, je trouve un des avantages des Titans, c'est de pouvoir garder la main sur ce ballon grâce à. Sur le sol, la Murray. DeMarco Murray. Et cette bonne ligne offensive qui les aide bien, donc peut-être que ça peut les. Ouais. Moi, je vais parier sur les Titans juste parce que je pense que, comme ça se joue dans le Tennessee, à Nashville, avec l'influence et l'aura d'Elvis qui est quand même toujours très présente sur cette ville, je pense qu'ils peuvent être les kings de la soirée. Ouais, l'état du blues. Moi, j'en veux trop à la ville de Nashville pour avoir volé le défenseur de Montréal en hockey, donc ce sera les Jaguars. Bon, alors là, je ne sais pas de quoi tu parles, mais Piquet Subban qui a été tradé cet été. Pardon, mais voilà. Non. Les fans de hockey comprendront. Écoute, désolé pour Piquet. Je croyais que c'était Piquet. Je croyais que c'était le défenseur du Barça, moi. Mais non, c'est PK. PK. Bon, ok. Allez, on va pas épiloguer là-dessus. Et on va plutôt passer sur le 2-minute drill. Messieurs, Adam Vinatieri, à quel âge va-t-il prendre sa retraite ? J'espère le plus tard possible. 50. Pour le football, 50, ça m'irait. C'est incroyable, il a 42 42, je crois, oui. Allez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut fermer la NFL aux Anglais en continuant à leur envoyer les Jaguars ? Ça fait des matchs spectacles, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on va les dégoûter à la fin. Ils vont nous la renvoyer. Quel souvenir garderez-vous d'Arian Foster ? Qui a pris sa retraite, donc on n'en a pas parlé. Aucun. Aucun célébration. Moi je l'aimais bien quand même. Sa petite célébration là, avec les deux mains. Je le trouvais sympa. Il faisait zen. Il avait l'air très zen. Est-ce que Rob Gronkowski va sortir une danse spéciale pour son 69e touchdown en carrière qui a l'air de l'enchanter ? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Le steak de Jonathan Allen en NCAA est-il le plus beau de l'année ? Moi j'ai adoré. Ça me rappelait ce catcheur. I believe I can fly. Il y avait un catcheur Goldberg qui faisait des sacs comme ça, là, qui sautait sur les gars les deux pieds en l'air. Le hockey, le catch, il a prévu de nous larguer. T'inquiète, moi je fais tous les sports américains. Est-ce que le maillot de Ryan Kerrigan se vend plus que celui de Kirk Cousins en Virginie ? Est-ce que ça vous étonne ? Virginie qui est juste la zone des Redskins. Pas du tout. Et il y a un autre état d'ailleurs où ils se vendent le plus, je crois que c'est l'Idaho, où le maillot de Ryan Kerrigan est plus vendu. Peut-être qu'il est de là-bas. Hein. Peut-être, c'est possible, avec sa fac peut-être d'origine ou un truc comme ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre qu'ils vendent plus que Cousins et les receveurs. C'est le meilleur défenseur des Redskins, et ils l'ont drafté, il est là depuis longtemps. Non, moi je suis pas du tout étonné. Et puis Aaron Lynch a déclaré que les 49ers sont possiblement l'une des meilleures équipes de la NFL. Est-ce qu'il avait bu les commotions? C'est exactement ce que je veux dire. J'ai eu quelqu'un de l'équipe du Loïc Goy justement, je crois, qui a dit les commotions
promotion, ça attaque, c'est pas impossible. Ah bah là, c'était costaud, c'était de la bonne en tout cas. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 149 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. N'oubliez pas ce rendez-vous prono plein de surprises. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Bien sûr, n'hésitez pas à continuer. On prendra un certain d'entre vous là d'ici la fin de la saison pour les contreparties. Pour nous suivre sur Twitter, allez, @NFL_Actu, @Rafael_TDA, @RaoulVDG, @CamilleSaraben qu'on salue et @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et ben messieurs, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Hein. On avait fait que... Ben voilà. C'était un peu fort. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci messieurs de nous avoir accompagnés pour ce débrief. On se retrouve jeudi. À très bientôt. Ciao, ciao.